Rebonjour. Je vais présenter les deux autrices assises autour de moi et ensuite je vais lancer la conférence en leur posant une question. Puis je vous donnerai la parole et si jamais vous avez des trous, des moments de flottement ou une timidité trop grande, je pourrais aussi vous souffler des idées de questions. Donc je suis votre ange gardien finalement. Voilà. Donc Maïssa B est une autrice de théâtre, de romans, d'essais, de nouvelles et de poésie. Elle est également prof de français en Algérie. Et elle anime l'association de femmes, paroles et écriture qui a été créée en 2000 et qui a pour but d'ouvrir des espaces culturels. Il y a notamment une bibliothèque qui a été ouverte. Son écriture est placée sous le signe de l'engagement, notamment parce que vous commencez à écrire donc, au commencement était la mer en 96 pendant la guerre civile algérienne et vous dites à ce moment-là que vous écrivez avec beauté pour prendre le contre-pied d'une actualité noire. Et il s'agit pour vous donc de ne plus être cantonné à un rôle de témoin et de prendre la liberté de corriger les imperfections de la réalité, d'en combler les manques par des fragments de fiction. C'est ce que vous avez déclaré au 23e Maghreb des livres en 2017. Vous avez comme sujet majeur notamment la situation des femmes en Algérie. Et il s'agit donc par l'écriture de pousser les femmes à s'assumer et à revendiquer leurs droits dans un contexte de violence que vous connaissez de l'intérieur. Vous dites que vous n'avez pas été destiné à écrire puisque les normes familiales dans lesquelles vous avez baigné vous ont plutôt programmé entre guillemets au silence. Et pour autant, vous écrivez, vous déclarez même qu'écrire est votre unique espace de liberté. En ce sens, donc, vous êtes ici pour votre dernier ouvrage qui est paru le 6 octobre 2023, donc il est tout frais, qui s'appelle Assia Djebar, femme écrivant aux éditions Chèvrefeuille étoilée. Et donc il s'agit de montrer l'imbrication de l'œuvre de cette autrice dans la société. Sur la 4e de couverture, il est écrit que sous prétexte de fiction romanesque, Assia Djebar forçait les portes et les fenêtres, entrait et nous faisait entrer dans l'intime des femmes, disait leurs rêves bâillonnés, leurs désirs, leurs espoirs et leurs renoncements. Donc c'est un texte d'hommage et particulièrement engagé également. De l'autre côté, il y a Sarah Mostrel, donc, qui est autrice de poésie, nouvelles, essais et romans. Vous êtes également musicienne, faites du piano et en 2010 vous avez sorti Désir Pastel. Et originellement, vous êtes ingénieur. Donc c'est un parcours assez atypique. Votre premier ouvrage s'intitule L'absolu illusoire, il paraît en 2000 et il est suivi de 19 autres à peu près, peut-être 20 maintenant. Un de vos thèmes majeurs, c'est l'exploration de l'intime, le sentiment amoureux, la question de la honte. Vous nous tendez un miroir et vous essayez de tirer finalement le personnel vers l'universel. Et dans votre roman qui s'appelle Un amour sous emprise, qui est paru en 2016, vous explorez et vous mettez à jour les mécanismes de la domination et de l'emprise. Puisque donc Un amour sous emprise raconte une relation entre une jeune femme et un pervers narcissique. Et donc vous analysez et vous décortiquez ce phénomène. Et vous êtes ici pour parler de votre nouvel ouvrage, donc, qui est encore plus frais puisqu'il date du 19 octobre, qui s'appelle Femmes inspirantes aux éditions Non Nobis. Et donc dans ce livre, vous parlez de Olympe de Gouges, Simone Veil, Rosa Parks, Marie Curie, évidemment Gisèle Halimi. Et vous étudiez le parcours de ces êtres qui ont changé le monde et osé, dans un cadre qui ne leur était pas réservé, aller au bout de leur passion et de leurs convictions. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de presse. Voilà pour les présentations. Je vais du coup commencer. Je vais vous poser une question si vous êtes d'accord. Je vous vois. Ma première question, ce serait de vous demander en quoi pour vous écrire, ça consiste à passer un seuil. Quand j'ai écouté les interviews de l'une et de l'autre, j'ai remarqué que l'idée de passage et de porte revenait assez fréquemment. Et donc, en quoi écrire? Est-ce que c'est franchir un seuil pour tous les deux? Si vous acceptez de répondre. Bonsoir, merci pour cette présentation. C'est presque exact, voilà. Alors pour moi, écrire, c'est une affirmation de soi, en fait. C'est-à-dire, c'est un engagement, c'est une expression, donc c'est donner la possibilité à une femme, notamment,
de donner sa vision du monde et de dénoncer, le cas échéant, comme vous disiez, comme j'ai écrit dans ce fameux roman dont vous parliez, des comportements vides parfois. Mais c'est aussi à travers la poésie sublimer un petit peu ce monde, c'est le rendre, c'est en fait lui rendre ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est magnifique. Et puis il y a aussi des choses qui sont absolument terribles. Donc en fait la poésie permet de sublimer cela, donc je l'ai beaucoup exprimé dans mes livres. Et puis pour ma part, comme je suis un peu polyvalente, c'est-à-dire j'ai une activité artistique autant dans le domaine de la musique que de la peinture que de l'écriture, ces différents modes d'expression, je dirais, se complètent et dialoguent entre eux. Et ce fameux dialogue entre les arts que je privilégie, parce que je trouve que c'est une chance de pouvoir accéder un petit peu à ces choses-là. En tout cas, pour moi, écrire, c'est un acte et c'est participer au meilleur être du monde, probablement. Oui, merci pour cette invitation, déjà. La présentation également. Et je vais répondre directement à votre question parce que justement, vous avez prononcé le mot qu'il fallait prononcer, c'est-à-dire le passage et le seuil. Pour nous, femmes écrivants, puisqu'on va reprendre le titre, écrire, c'est passer un seuil. C'est aller au-delà des portes qui se referment et tenter de les ouvrir. Je parle des femmes du Maghreb, des femmes de l'outre-Méditerranée, comme on dit. C'est passer le seuil pour pouvoir se dire ou dire les autres. Moi, je vais parler de Maïsabé, de Kateb Yassine. J'en parlais tout à l'heure, c'est pour ça. Je voudrais parler d'Assia Djebar, qui fait partie d'une génération antérieure à la mienne, qui a commencé à écrire à la fin des années 50, et qui était, alors que nous avions d'autres écrivains, hommes, et qui a été la première femme qui a écrit sur les femmes, qui a écrit sur la vie des femmes, sur l'intime des femmes et sur l'intime de la société. Elle a osé ouvrir les portes, passer le seuil pour pouvoir écrire et décrire tout ce que les autres ne pouvaient pas dire. Et c'est une vision de femme qui parle de femme. Et ça, c'était pour nous essentiel. Bon, l'écriture, c'est peut-être aussi ça. C'est le fait de pouvoir sortir et se libérer du silence. Merci à toutes les deux pour vos réponses. Donc j'ai ouvert le bal. Est-ce qu'un de vous voudrait poser une question ou pas? On m'a fait un signe que j'ai pas compris. Je peux poser une autre question si ça vous arrange pour l'instant. Toutes les deux, vous nourrissez un rapport à l'histoire et au sentiment qui est assez complexe, dû à l'ancrage de votre écriture dans des situations réelles. Et dans l'histoire et dans les sentiments, il y a quelque chose qui court partout, c'est le silence. Et donc je voulais savoir comment est-ce qu'on écrit le silence, les non-dits et tout ce qui relève de l'indifférence, alors que justement l'outil de l'écrivain c'est la langue, les mots, donc on pourrait se dire que ça exclut le silence et pourtant non. Donc comment est-ce qu'on s'arrange avec ça? Comment est-ce qu'on compose avec ça? J'ai la réponse ici, elle n'est pas de moi, elle est de Assia Djebar. Elle écrit justement, elle répond exactement, presque exactement à votre question. Je vous lis ce qu'écrit Assia Djebar dans un de ses ouvrages. J'écris parce que je ne peux pas faire autrement, parce que la gratuité de cet acte, parce que l'insolence, la dissidence de cette affirmation me deviennent de plus en plus nécessaires. J'écris à force de me taire. J'écris au bout ou en continuation de mon silence. J'écris parce que, malgré toutes les désespérances, l'espoir et, je crois, l'amour travaillent en moi.
Alors je pense que le silence, je pense que celui qui crie, enfin l'écrivain, en écrivant finalement c'est un cri qui pousse un petit peu, c'est-à-dire il veut justement violer ce silence, il veut être peut-être le porte-parole de certaines personnes qui n'écrivent pas mais qui subissent ou qui perçoivent aussi le monde d'une certaine façon. Donc je ne sais pas si pour moi en tout cas le silence est important, en tout cas écrire permet de refléter ce qui se passe autour de nous, et donc si on a envie de passer des coups de gueule, on les passe en écrivant, sachant que le langage sera toujours subjectif et que les mots ne seront jamais suffisants finalement pour vraiment refléter une certaine réalité. C'est pour ça qu'il y a d'autres aussi modes artistiques qui sont aussi les bienvenus. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Ou quelqu'une? Moi, je pense que vous êtes acteur de la vie, acteur du monde. Voilà, en même temps. Vous êtes auteur, mais acteur du monde. Vous n'êtes pas observateur. Voilà. En tant qu'engagé, en tant qu'écriture, voilà. Vous êtes messager. Oui, mais vous croyez vraiment à l'importance du rôle de la littérature? Non. Ah, ça fait partie. d'accord. Ça fait partie. Non, parce que, oui, on aimerait pouvoir être parmi ceux dont les voix comptent. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement rare. On écrit, on se considère comme auteur, agissant peut-être. Et c'est pour ça que j'ai retenu, pour moi, le titre, j'aime bien le titre femme écrivant, parce que c'est... Je suis désolée, je vais faire mon professeur de français, c'est un participe présent qui exprime une action en train de se faire. Et en fait, c'est une expression de Assia Djebar. Elle n'aimait pas le mot écrivaine. Elle disait que dans écrivaine, on entendait veine. Et ça lui plaisait pas trop. Donc, elle a employé cette expression elle-même, femme écrivante. Elle aurait pu dire femme qui écrit, mais je pense que écrivain rappelait plus écrivain que écrivaine. Voilà. Donc, oui, je pense que c'est cette action qui est en train de se faire pour ceux qui écrivent. Et je pense que nous partageons tous la même expérience. Au moment où nous sommes face à la page blanche, face à notre écriture, on ne se pose pas toutes ces questions. Toutes ces questions ne sont plus... elles sont peut-être en arrière-plan, bien entendu, dans notre façon de dire et de voir les choses. Elles existent, mais on ne se les pose pas. On écrit, et parce qu'il y a des moments où on considère qu'on ne peut pas faire autrement que cela. Comme on fait de la musique, comme on fait de la peinture, comme on fait de la danse, c'est la même chose. Rajouter que ça dépend aussi de ce qu'on écrit, parce que il y a eu moi pour certains de mes livres en tout cas qui sont notamment un manifeste humaniste, notamment des choses où là on a envie vraiment d'agir et on a envie de mettre notre pierre à l'édifice, de monter cette pierre à l'édifice, et je crois que tout le monde peut le faire. Alors nous on le fait en écrivant, mais une autre personne va le faire dans son humanité au jour le jour. C'est une façon, disons, l'écriture de mettre un acte sur et de pointer du doigt justement les dysfonctionnements de société ou de certaines personnes. Donc moi, pour ma part en tout cas, j'ai eu des moments où j'ai eu envie d'éveiller des consciences. C'est très très prétentieux et puis c'est un petit peu illusoire, mais dans l'idée quand même de transmettre et de dire voilà, notamment pour les femmes, on a des choses à faire, il y a des retards dans beaucoup de domaines, et on a des modèles, d'où ce livre Femmes inspirantes, qui sont les modèles qui m'ont inspiré, en tout cas, qui ont inspiré beaucoup de femmes et qui ont permis aujourd'hui à certaines femmes d'être, en tout cas, notamment en France, d'avoir certains acquis qu'il faut préserver, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une régression non plus. Donc, prendre appui sur ces écrits, c'est fondamental pour avancer, et je pense que ça permet aussi ce tremplin pour un meilleur être et un meilleur monde.
justement, moi j'aurais voulu savoir avec plus de clarté, de précision, quel était qu'est-ce que Assia Djebar nous a inspiré, en fait, justement. C'est vrai que ce n'est pas une œuvre de fiction, ce que j'ai écrit. C'est une œuvre sur une auteure qui a énormément compté dans ma vie d'écrivaine, ou d'écrivain, je ne sais plus comment on peut dire maintenant, je ne sais plus. Non, et pourquoi? Parce que d'abord je l'ai découvert très très jeune. J'étais très jeune, j'avais, on va dire 13-14 ans, quand j'ai lu le second livre, pas le premier, le second livre d'Assia Djebar, qui s'appelle Les enfants du nouveau monde. Et quand j'ai lu ce livre, mais j'ai été, je vous assure qu'il y a une espèce de stupéfaction, étonnement, je me dis, mais enfin, c'est pas possible qu'une femme ose écrire et décrire ce qu'elle décrit, c'est-à-dire la société algérienne vue de l'intérieur, une société de femmes, et tous ces silences de femmes, toutes ces voix, comme elle dit, elle a une expression très particulière, elle appelle ça des voix ensevelies. Toutes ces voix que personne ne se donnait la peine d'entendre, d'écouter, et qui souvent ne s'exprimaient pas, elle arrivait à les dire. Et j'ai reconnu, dans cette écriture, j'ai reconnu la société dans laquelle je vivais, j'ai reconnu et j'ai entendu ces femmes, j'ai reconnu tous les silences qu'il y avait dans cette société, et je me suis dit, finalement, l'écriture, ça n'est pas que raconter de belles histoires, parce que j'étais encore à l'âge où je lisais des romans pour découvrir de belles histoires. C'est aussi entrer dans le vif des personnes que l'on a envie de décrire, ce qu'on appelle, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est le terme consacré, les héroïnes d'un livre, parce que héroïne, c'est autre chose pour moi. Et donc, ça a été une espèce d'étonnement, et ça m'a accompagné tout au long de mes lectures. Je me disais, finalement, l'écriture, ça n'est pas seulement un exercice pour soi, c'est aussi un exercice pour donner aux autres à voir, à entendre, à écouter, laissant voir ceux qui n'ont pas d'histoire, entre guillemets, voilà. Et ça a été une véritable révélation. Et c'est pour ça que je dis qu'elle a énormément compté pour moi. En plus, après, j'ai lu tout ce qu'elle écrivait. Elle a écrit, puis elle s'est arrêtée d'écrire pendant une dizaine d'années. Elle a cessé d'écrire complètement, parce que justement, et ça c'est extrêmement important de le savoir, elle avait eu la sensation de s'être trop dévoilée par rapport à sa propre famille. Elle a eu cette sensation d'être une femme à part qui avait peut-être trahi les secrets d'alcôve, on va dire, et qu'elle était peut-être allée trop loin. Et elle parle de ces 10 ans de silence, elle dit qu'elle était incapable d'écrire une seule phrase, parce que tout est revenu en elle, ces silences imposés, etc. Bon, et après, elle a fini par revenir à l'écriture pour notre plus grand plaisir, et elle a écrit d'autres livres. Je pense qu'on est un petit peu dans la même démarche, dans le sens où nos deux livres sont des hommages, en fait. Un sont des hommages pour vous à Assia Djebar, que je ne connais pas très bien. Pour ma part, j'ai passé en revue des choses qui me tiennent à cœur, tout simplement, des femmes il y en a beaucoup, des femmes qui ont œuvré, qui se sont distinguées dans des périodes qui leur étaient complètement défavorables. Mais moi, j'ai voulu rendre hommage d'un côté aux femmes qui ont, notamment celle qui a instauré le 8 mars, par exemple, Clara Zetkin, Simone Veil, évidemment, que tout le monde connaît, Olympe de Gouges, au départ, la révolutionnaire. J'ai aussi passé en revue des américaines comme Rosa Parks, que vous connaissez aussi, probablement, qui a fait avancer la cause noire. Tarana Burke, ça m'a fait penser à quand j'ai entendu vos poèmes, j'ai pensé à Tarana Burke, qui est la fameuse initiatrice du MeToo,
qui a quand même révolutionné les choses, même si le résultat malheureusement n'est pas toujours à la hauteur des espérances, mais ça a enfin donné la parole à ces femmes qui voulaient peut-être balancer ou s'exprimer et enfin pouvoir dire ce qu'elles ont vécu. J'ai passé en revue des aventurières comme Alexandra David-Nel, des scientifiques comme Marie Curie, mais pas seulement, des femmes qui, par exemple, comme Rosalind Franklin, à qui on a piqué le prix Nobel, Joséphine Baker, parce que d'abord, en tant que journaliste, c'est mon métier aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'interviewer son fils, j'étais à la panthéonisation, donc j'étais très sensibilisée à cette femme exceptionnelle, résistante, artiste, mère de 12 enfants adoptifs, enfin vraiment un idéal absolument extraordinaire. Et puis les artistes peintres, parce que les artistes peintres, les femmes aujourd'hui sont un peu réhabilitées dans ce domaine, mais on a mis quand même beaucoup de temps à parler de Elisabeth Vigée-Lebrun, Berthe Morisot, Marie Cassatt, Suzanne Valandon, etc. Et enfin les compositrices, enfin vous avez bien compris que tous ces domaines-là, je les côtoie aussi un petit peu, donc forcément ils me tiennent à cœur. Mais il n'y a aucun conservatoire dans Paris où on a la salle Clara Schumann ou Cécile Chaminade, on a la salle Ravel, Chopin, Brahms, enfin que des hommes, toujours que des hommes. Donc j'ai voulu réhabiliter aussi Louise Farrenc, Fanny Mendelssohn, etc. Tout ça pour dire ce sont des livres-hommages et effectivement ces femmes nous ont ouvert la voie pour des convictions qu'il faut maintenir et puis je trouve ça très beau effectivement comme pour vous de pouvoir citer ces femmes exemplaires qu'on a un petit peu oubliées en fait. C'est ça aussi le but de ces livres, je pense. On a un petit peu parlé des pouvoirs ou des non-pouvoirs du coup de la littérature tout à l'heure, et là vous venez aussi finalement de soulever cette question, dans la mesure où vos deux écrits ont une dimension éducative, de présenter donc, vous toutes ces femmes de Sadjebar. Donc dans quelle mesure vous croyez ou ne croyez pas au pouvoir des mots et notamment à leur pouvoir salvateur, pour individuellement ou à plus grande échelle, je veux dire. Est-ce qu'elle était claire, ma question? Non, moi je crois au pouvoir salvateur des mots, en tout cas à l'aide en fait des mots pour les vies. Je pense que la parole, le verbe, c'est fondamental et que c'est un acte d'humanité aussi de parler aux gens, de leur transmettre des belles choses, et c'est ça qui est important, je crois. Moi, je serais beaucoup plus nuancée, mais je ne vis pas dans le même milieu que vous. C'est aussi ça. Le pouvoir des mots, il faudrait vivre dans une société dans laquelle les mots ont un poids, surtout le poids. Et dans notre société, la société dans laquelle je vis, c'est plutôt une société qui n'est pas très intéressée, on va dire, pour être dans le moyen terme. Par les mots. Alors, le pouvoir des mots, ça peut se prendre dans les deux sens. Pour celui qui écrit et pour celui qui lit, ou celle qui lit. Donc, pour celui qui écrit, le pouvoir des mots, c'est vrai qu'au début, quand on commence à écrire, je suppose qu'il y en a beaucoup qui doivent écrire dans cette assemblée, on écrit souvent, on se dit, on écrit pour se libérer, parce qu'on a tellement de choses en soi qu'on a envie de les faire exister, de les faire sortir. C'est peut-être un commencement dans l'écriture. Mais après les choses changent. Je pense que dans mon expérience personnelle, après il y a autre chose. On écrit pour donner aux autres, pour s'adresser aux autres, simplement leur parler. Ça prend un poids aussi dans votre pays avec les autres femmes. Certainement, oui, mais voilà, on a envie de s'adresser aux autres, de leur raconter une histoire, des histoires, on a envie, mais ça n'est plus le pouvoir des mots pour soi. Les choses basculent au fur et à mesure qu'on entre plus en avant dans l'écriture. Je crois que c'est un petit peu le processus de tout le monde. Mais le pouvoir des mots, si les mots pouvaient... si les mots pouvaient changer le monde, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui. J'ai une question à Maïssa.
Que nous dit le livre sur Assia, écrivain? Écoutez, alors je vais vous raconter très vite l'histoire de ce livre. En fait, c'est une médiathèque, la médiathèque de Lille, qui en 2019 m'a demandé de faire une intervention sur Assia Djebar. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une, je sais pas comment ça s'appelle, une association qui s'appelle Littérature, etc. Et ils ont enregistré, enfin c'est un groupe de femmes qui, pour donner la parole aux femmes et surtout pour faire connaître les paroles de femmes, a demandé à d'autres femmes auteurs de parler d'autres autrices, si vous voulez, de parler d'autres autrices. Donc il y a eu des podcasts sur, je sais pas moi, sur Annie Ernaux, sur Marguerite Duras, sur Marguerite Yourcenar. Et puis, moi, on m'a demandé de parler d'Assia Djebar, que des femmes parlent d'autres femmes. Voilà comment est né ce texte. Et il se trouve que, bon, il est sur des ondes, hein, un podcast. Mais mon éditrice, Marie-Noël Arras, qui est ici présente, mon amie éditrice, avec qui nous avons fondé les éditions Chèvrefeuille étoilée, qui ont publié ce texte, et beaucoup d'autres textes, a écouté un jour, tout à fait par hasard, cette intervention. Et c'est alors qu'elle m'a appelée. Elle est en France et moi je suis de l'autre côté de la Méditerranée. Et elle m'a dit qu'il faut absolument la publier parce que c'est important pour l'écriture des femmes, pour Assia Djebar, pour nous, enfin, pour tous les combats que nous menons sur l'écriture des femmes. Et voilà, donc c'est le texte un petit peu transformé de cette intervention, mais augmenté par une introduction dans laquelle j'explique mon rapport à Assia Djebar, puis mon rapport de lectrice, et avec une conclusion qui parle justement des femmes écrivant aujourd'hui, ou des femmes plutôt pas tellement écrivant, mais disant aujourd'hui, celles qui disent, celles qui crient, celles qui écrivent et celles qui se battent. Aujourd'hui en Algérie, c'est pas facile pour elles. On le sait. Juste par rapport à la question précédente sur le pouvoir du langage, vous vouliez ajouter quelque chose? C'était juste par rapport au pouvoir des mots. En fait, il y a le pouvoir des mots pour la politique. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on va être entendu des politiques? Ça, voilà. Et il y a aussi le pouvoir des mots pour nos semblables, entre guillemets. C'est-à-dire, donc, je voulais juste faire cette différenciation parce que c'est toujours utile d'écrire. Alors maintenant, si on peut atteindre le plus haut, bien sûr, pour changer les choses. J'avais essayé, j'avais écrit un manifeste humaniste qui est ici pour un humanisme éclairé que je l'avais envoyé à Macron notamment parce que j'avais la prétention d'avoir quelques solutions sur enseigner la philosophie dès le plus jeune âge, la parité homme-femme, enfin plein de choses que je préconisais. J'ai jamais eu de réponse, hein, mais voilà, on peut toujours essayer. Maintenant, autour de soi, on a aussi des amis, des alliés, des gens qu'on peut convaincre, des gens qu'on peut réveiller tout simplement, et ça c'est très important aussi. C'était ça que je voulais rajouter. Je vous remercie infiniment pour la qualité de vos interventions. Sarah Moustera, qui a des origines tunisiennes, je pense que vous avez des origines tunisiennes, oui, mais Sabé qui est algérienne, et en parlant d'aujourd'hui, on rend hommage à des grandes figures, Gisèle Halimi et Assia Djebar. L'écriture, c'est une catharsis, une forme de catharsis, mais la lecture aussi est une forme aussi d'une quête existentielle, une quête d'un oubli ou d'un déni. Moi qui ai vécu 28 ans en Algérie, je ne connaissais pas que Gisèle Halimi est d'origine tunisienne, où on n'a pas enseigné à l'école Assia Djebar. Donc, et il faut que j'arrive en France, que je fasse des efforts individuels auprès de mon entourage, de mes camarades, pour avoir accès à toutes ces personnes, à toutes ces figures-là emblématiques qui ont marqué notre histoire. Et je pense que, est-ce que le fait que ne pas enseigner
ces figures-là, c'est une partie de notre histoire qui s'efface. Ça va être bref dans le sens où, alors moi je suis née en France, hein, j'ai juste une maman effectivement qui est née en Tunisie, j'ai un père d'origine turque, enfin qui est décédé maintenant, donc j'ai des origines comme beaucoup de juifs, hein, qui errants, je dirais, voilà, on est passé par plusieurs pays. Donc je ne suis pas une spécialiste de la Tunisie, j'ai fait un petit speech sur Gisèle Halimi, mais même si je ne suis pas spécialiste, si vous voulez, je pourrais en résumer quelques lignes. Mais je pense qu'en France, notamment, on n'a pas ce problème d'être éclairé si on veut. C'est-à-dire que c'est vrai que l'école, quand même, nous éclaire, tente de nous éclairer. J'espère que ça durera tout le temps. Effectivement, dans votre pays, c'est beaucoup plus difficile, me semble-t-il. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi vous n'avez pas eu accès à ces personnes-là. Est-ce que, à titre individuel, vous y aviez accès ou c'est l'école qui vous a pas orienté vers ça? C'est un effort, mais l'école nous a prévu oui, tout ça. l'éducation, oui, c'est l'éducation qui est fondamentale. On Nous en sommes parle des beaucoup aujourd'hui. français algériens qui Yassine n'est pas enseigné en Algérie, Mouloud Namri, Firaoun, Mohamed Dib. Je pense que Maïssa B Je voudrais vous répondre. On ne peut pas, enfin, il me semble qu'il faut nuancer un petit peu. Il faut nuancer. Moi, j'ai des petits-enfants, donc je suis de près un petit peu ce qu'ils font. On leur parle de Katib Yassine. On leur parle de Mouloud Firaoun surtout, et de Mohamed Dib. On leur en parle. Et il y a des extraits de leurs textes dans les livres d'apprentissage du français. Mais les livres d'apprentissage du français, puisqu'on revient, on parle de l'école, sont des livres qui sont programmés non pas pour faire découvrir la littérature, c'est pas du tout le but, mais c'est pour faire découvrir la langue française. C'est tout. Donc on donne des petits extraits de textes, il y a des extraits des textes de Dib, de Katib Yassine, de Mohamed, mais ça n'a rien à voir avec la volonté de faire découvrir des auteurs. Parce que la littérature n'est considérée, ce n'est pas des cours de littérature, c'est des cours de langue française. Vous voyez? Donc c'est bien pour ça qu'on peut dire que ça ne vous fait pas découvrir des auteurs algériens. On vous fera découvrir des auteurs algériens d'expression arabe, parce que les cours d'arabe sont des cours de littérature arabe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la seule chose, c'est qu'il y a aussi une espèce de, comment dire, on n'encourage pas, voilà, ça c'est vrai, on n'encourage pas du tout les enfants ou les parents même à faire découvrir des auteurs algériens, pas du tout. Il y a aussi l'école, madame. Non. Le problème, c'est l'école. C'est ce que je viens de dire, au niveau de la langue. On n'encourage pas, il n'y a pas de bibliothèque dans les écoles, il n'y a pas de rencontres littéraires dans les écoles, il n'y a rien qui pousse l'enfant à vouloir aller vers le livre, rien du tout. Donc c'est ça qui fait que, évidemment, les auteurs algériens, même les plus connus, vous interrogerez n'importe quels enfants, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, ils ne connaissent aucun auteur algérien pratiquement. Pour eux, ça n'existe. C'est le fait de ne pas savoir lire. Nous avons créé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une bibliothèque à Sidi Bel Abbès avec Marie-Noël Arras, notre association, Parole et Écriture. Nous avions des centaines de livres que nous avions eu beaucoup de mal à avoir, beaucoup d'auteurs algériens qui étaient là, et les enfants ne venaient pas spontanément à la bibliothèque. Il fallait qu'on essaie de les pousser, de leur faire des lectures, de leur faire des séances de lecture et d'écriture pour qu'ils puissent s'intéresser. Donc il y a aussi, pas seulement l'école, il y a l'environnement de manière générale, il y a la famille, il y a les parents, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on ne va pas vers la littérature. Et je ne connais pas beaucoup de parents qui font lire leurs enfants, qui font lire à leurs enfants des auteurs algériens ou des auteurs tout court. Ça, je n'en connais pas personnellement. Peut-être que vous en connaissez, moi je n'en connais pas. Pour continuer sur cette idée, c'est qu'en Algérie, on les pousse à la lecture d'un seul livre. Oui. Un seul. Et même on le pratique à l'école sur l'estrade,
on fait passer les gens à réciter des versets du Coran. C'est uniquement ce livre-là qu'on leur apprend à l'école. Actuellement, je parle de nos jours. Je ne parle pas des années 70, des années 50. Mais ça dépend beaucoup aussi des enseignants. Voilà. Ça dépend beaucoup des enseignants. Il y a des enseignants qui vont vers la littérature. J'en connais quelques-uns dans des établissements scolaires, dans les lycées, peut-être pas dans les écoles, hein, dans les lycées. Mais les enseignants eux-mêmes ne lisent pas. Déjà, pour le français, il est en cours de suppression. Il est supprimé. Il est en cours. Presque, il n'y aura plus de français. Donc, il y a un livre de Saint-Hubert qui s'appelle La disparition de la langue française. Ben, ils vont programmer C'est pas la peine de claquer des doigts, je vous vois. Ah, parce qu'il ne peut pas parler, il n'a pas de mal, vous avez la C'est bon, bonjour, messieurs, dames, vous m'excusez, voilà, vous m'excusez. De toute façon, manque de respect ou votre. Je n'ai pas assisté à la totalité de la conférence. Je connais uniquement Maïsabel, on va pouvoir rencontrer dans certaines rencontres littéraires. Donc je ne connais pas. Moi, ma première question, pourquoi, comme la thématique, c'est au sujet de la conférence, elle tourne autour de Assia Djbar et aussi Gilles Halimi, à mon avis, je ne vois pas pourquoi, à mon avis, c'est d'après ce que je connais, la personne ou le parcours de Gilles Halimi est plus mis en avant que celui d'Assia Djbar. Je ne suis pas là pour juger. Hein. Quant à vous, Madame Maïsabel, vous disiez dans l'une, parce qu'il m'est arrivé à lire la totalité de vos œuvres, qui sont nombreuses, mais néanmoins, j'ai vu certaines de vos interviews concernant la francophonie. Vous disiez dans l'une de vos interviews que la femme algérienne, elle est à la fois libre et heureuse. Après tout ce qui s'est passé, eh ben, moi je vais vous dire que j'en suis un peu sceptique quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la liberté d'expression, l'emprisonnement de certains individus, hommes ou femmes, pour avoir arboré l'emblème amazigh, et ainsi de suite. Je ne le vois pas. D'après ce que je vois là, c'est le retour à l'époque post-indépendante, c'est-à-dire la période de Bembla qui avait toute une milice personnelle, on peut vous arrêter à tout moment. Hein. Nous sommes dans une intervention, dans une rencontre littéraire et non pas politique. Et nous ne faisons pas le procès de l'Algérie ou des Algériens. D'autre part, je vous arrête tout de suite parce que vous avez dit que j'avais dit que les femmes étaient libres et heureuses. Oui. Tous mes livres, tous, sans aucune exception, me présentent des parcours de femmes heureuses. Il y a des témoins. Combien d'ici dans la salle m'ont lu? Est-ce que j'ai dit un jour, est-ce que c'est possible de penser que la femme algérienne est libre et heureuse? Ça, c'est faux. Je l'ai dit dans une interview. Eh bien, les journalistes déforment très souvent les propos. Il suffit tout simplement de me lire. Tout simplement. C'est tout. Juste pour ajouter que la plupart des femmes, y compris celles que je cite dans mon livre et qui sont souvent européennes ou même américaines, elles ont rarement été libres et heureuses, elles ont juste voulu, elles ont revendiqué des droits, elles ont trimé, elles ont sacrifié leur vie, elles ont parfois fait beaucoup d'enfants et étaient au service des hommes, donc des femmes libres et heureuses, il n'y en a pas tant que ça, c'est ce qu'on essaye d'être partout dans le monde. Évidemment, les difficultés ne sont pas les mêmes en Algérie qu'en France, mais la femme est toujours sur le devant de la scène, est toujours en demande d'égalité de salaire. En France, donc, par exemple, il y a des inégalités flagrantes, dans la politique il y en a peu, il n'y a pas de parité dans beaucoup de domaines, etc. Donc les femmes sont toujours en grande difficulté, alors évidemment certainement plus chez nous, mais libre et heureuse, je ne sais pas si c'est vraiment le terme que j'utiliserai. Merci. Pour recentrer la conférence sur la dimension littéraire du coup de vos parcours, vous avez mentionné tout à l'heure le second livre
d'Assia Djebar qui vous avait beaucoup plu, et je pense que dans la majorité des cas, avant d'être auteur, autrice, on est lecteur et lectrice. Donc quel serait donc, à l'exception de celui que vous avez déjà cité, et pour vous dans la totalité, quel serait le livre qui chez vous a déclenché quelque chose de plus fort que les autres, le premier livre pour vous? Non, chez vous, enfin, un livre que vous avez lu et vous avez dit, là, il se passe quelque chose de différent, ça me donne envie de lire plus, ça me donne envie de lire différemment, ça me donne envie d'écrire, ça me donne envie de vivre. Le premier livre. Moi, je pense que, d'ailleurs, je la cite, Simone de Beauvoir, évidemment, dans ce livre. Je crois que le deuxième celle de Simone de Beauvoir, que j'ai dû lire à 18 ans, m'a énormément marqué et m'a fait penser qu'il y avait des choses à faire et qu'on pouvait s'exprimer, qu'on pouvait, on pouvait parler de la sexualité, enfin, de choses comme ça qui étaient quand même assez tabous. Et je pense que ça a été très, très influent chez moi, en tout cas. Moi, je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé souvent de dire, et c'est la découverte de la littérature qui m'a détournée de l'écriture. Et effectivement, parce que j'ai eu l'occasion de découvrir des auteurs et des grands auteurs, très grands auteurs, particulièrement les poètes comme Rimbaud, Baudelaire. Ensuite, les auteurs femmes aussi, dont beaucoup les féministes, aussi bien de France que des États-Unis, que j'ai lu, etc. Ensuite, je me suis tournée vers Marguerite Duras, vers Marguerite Yourcenar, etc. Et c'est l'écriture des autres qui m'a détournée de l'écriture. Parce que je me disais, c'est impossible que je puisse moi-même prétendre entrer dans le territoire de la littérature. Donc je me nourrissais des mots des autres, mais je n'avais aucunement l'intention ni l'ambition de devenir écrivain. Il a fallu des circonstances vraiment très très particulières pour que j'ose me lancer et entrer et essayer d'écrire. C'était ces circonstances particulières, c'est ce qu'on vivait au moment où j'ai commencé à écrire en Algérie, c'est-à-dire la décennie noire avec le terrorisme, etc. C'est ça qui a été le facteur déclenchant et non pas ni un livre ni une écriture. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Oui, c'est ça. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie toutes les deux pour vos réponses. C'était un grand honneur. Merci beaucoup. Merci.